Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général dont la mission est de soutenir les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, les bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes, les événements et le calendrier des activités sur notre site web www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui et chaque année, le 30 mars, la journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence! Alors, je vais vous présenter le docteur Mouchaba, qu'on ne présente pas. Eh bien, il est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et puis, il est chercheur passionné numérique de tout ce que vous... Et nous l'avons déjà eu plusieurs fois. On a eu la chance de l'avoir plusieurs fois. Alors, il va nous faire un exposé tout à fait, que je trouve personnellement très original. Et donc, il a 1 heure. Après, vous pourrez poser des questions par le système Q&A et il répondra après pendant 30 minutes. Et j'ai promis, une promesse bien indue, je le laisserai partir à 20h30. Monsieur, c'est à vous. Alors, bon, bah, écoutez, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je vais parler d'une thématique qui peut paraître peut-être un peu technique dans son intitulé, mais que moi, je trouve aujourd'hui être une des meilleures façons de voir comment une pathologie s'organise, s'entretient, et surtout d'imaginer comment, avec cette approche, on peut peut-être accéder à une médecine plus personnalisée. Donc, je vais essayer de prendre la main pour le partage d'écran. Hop, c'est parti. Je vais juste vous demander de me confirmer que vous voyez bien ma présentation à l'écran. Oui, C'est parfait. Parfait. Et que quand je bouge, ça bouge. Est-ce que c'est ça? C'est parfait? Est-ce que Oui, Oui, ça défile? oui, 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 tout Voilà. à fait, oui. oui. Tout, Oh, tout est bon. Dominique, tu mets Monsieur Bouchabac en grand format? Oui. Ben, vous me dites quand le goût est prêt. C'est prêt. Alors, effectivement, je vais parler de réseau de symptômes et de médecine personnalisée. Ce terme réseau de symptômes, ben, je peux vous assurer qu'une des premières fois que j'en ai entendu parler, alors je suis assez familiarisé avec ce type d'outil, je dis mais qu'est-ce que c'est? Et surtout quand j'en ai parlé, je me suis intéressé, que j'ai commencé moi aussi à en parler dans mes communications, j'avais beaucoup de personnes qui me regardaient disant mais ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Alors, on va penser un peu les choses différemment. Imaginons que une maladie soit un peu comme une scène de crime. Ben, vous avez la victime qui est le malade. Vous avez le détective qui est là pour finalement enquêter, essayer de comprendre, c'est le médecin. Vous avez les preuves qui sont les symptômes. Et enfin, il faut trouver le criminel, la nommer, la maladie. Une fois qu'on aura fait ça, un traitement, ça sera le jugement clinique fait par l'équipe, médecin, etc. Donc on voit bien que potentiellement on peut se tromper, ou bien pour arriver à cette scène de crime, comme j'essaie de le montrer par cette image-là, eh bien, peut-être qu'il y a plusieurs manières de voir comment les preuves s'organisent. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on est malade? Alors on va replonger dans une perspective un peu historique. Imaginons qu'à l'époque de l'Antiquité, les gens avaient des concepts vraiment très intéressants, philosophico-médicaux, et pour l'école un peu de Platon, les maladies, ça doit être une catégorie. On a une catégorie, et chaque maladie, c'est une catégorie. On en a gardé finalement un modèle médical toujours actuel. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que pourquoi les catégories? Ben parce qu'une catégorie, ça se transmet facilement. Si je vous dis ce type est intelligent, ce type est ceci, eh bien, on voit assez facilement
ce que ça représente. Les catégories, faciles à transmettre, faciles à comprendre, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Prenons le cas d'une maladie et d'une catégorie médicale. Imaginons que la personne souffre d'une tumeur. Cette tumeur va exprimer des symptômes. On aura mal à la tête, on aura des difficultés peut-être de concentration, du langage, on pourra avoir des crises d'épilepsie. Quand on va supprimer la tumeur, la supprimer, eh bien, en théorie, beaucoup des symptômes vont disparaître. Donc, on voit bien qu'on a une cause dans une catégorie avec des effets. Jusque-là, tout va bien et c'est le modèle médical assez classique. Mais dans le champ des troubles psychiques, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on voit bien que la plupart du temps, quand bien même on a identifié la maladie et identifié la cause, même si parfois la cause n'est plus là, la maladie reste et continue à s'exprimer. Et donc, on voit bien que ce modèle, pour comprendre, il n'est pas toujours transposable totalement à la médecine, même si il a été nécessaire de classifier les maladies mentales pour, à un moment, mieux les comprendre. Et ça a été le travail de tous les grands classificateurs psychiatres du 19e siècle, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs. Moi, je dis toujours, traiter une catégorie, c'est un petit peu comme si vous étiez dans votre jardin, pour ceux qui sont du Sud, et que vous faites un barbecue. Le barbecue brûle, vous appelez les pompiers parce que vous ne pourrez pas mettre le feu à tout le jardin, donc la forêt, etc. Ils disent on arrive. Et là, vous entendez un bruit de fond et passe un canadair qui, boum, délivre ou dessert des tonnes de flotte sur le jardin. Alors effectivement, le feu est éteint, mais tout le voisinage est inondé et c'est pas ce qu'on demande. Et quelque part, sommes-nous précis quand nous traitons une catégorie? On a des anti quelque chose. Bon, voilà, j'ai un corps au pied, j'ai un anticorps au pied, j'ai une mycose, j'ai un antimycosique. Mais il y a plein de causes pour les choses. Il y a plein de façons de voir. Et donc, vous voyez, quelque part, si j'applique une médecine thérapeutique sur les catégories, eh bien, je suis un peu comme ce canadair qui, certes, va éteindre le feu, mais va éteindre aussi beaucoup de choses autour. Donc, on a peut-être un effet, mais un manque un peu de précision. Surtout que dans ces fameux manuels, les symptômes sont souvent des problèmes de vie. Vous avez un manque d'envie, manque d'initiative, manque de plaisir, des difficultés à faire telle ou telle tâche. On voit bien que les problèmes de vie, c'est ça les symptômes. Et une fois qu'on a réuni assez de problèmes de vie, donc de symptômes, eh bien on a ce qu'on appelle une variable latente, le nom du diagnostic. Donc il faut avoir X symptômes qui sont plutôt des problèmes que des manifestations complètement perceptibles, explicables de processus physiopathologiques. Et une fois qu'on en a assez, on pose le diagnostic. Sauf que souvent les causes, elles sont pas connues. Les voies qu'on utilise, les voies pathogènes communes, mais elles sont mal définies. C'est vrai qu'on parle de sérotonine, machin, mais ça intervient dans l'anxiété, dans la dépression, dans les troubles psychotiques. On n'a pas quelque chose de individualisé pour chaque type de maladie. C'est des voies communes et on ne sait pas trop comment ça marche. Puis on a une agrégation des symptômes, on les retrouve à droite, à gauche. Et comme je vous disais, supprimer le symptôme ne supprime pas le diagnostic. Donc on voit bien que finalement ces classifications, certes, si elles sont utiles pour un moment nommer, avoir un diagnostic, est-ce que c'est très pratique d'un point de vue purement thérapeutique? Moi, je dis souvent, quand un patient me demande qu'est-ce que j'ai, je veux dire, bon, écoutez, ça va être compliqué à expliquer. Pas que ça soit compliqué, mais mon point de vue va être compliqué. Si on parle d'une catégorie, vous avez tel trouble, mettons un trouble bipolaire, type 1, type 2, etc. Mais en fait, moi, ce que je regarde, c'est plutôt comment s'organisent vos symptômes. Qu'est-ce qui cause une décompensation? Qu'est-ce qui va faire que finalement, pour des événements identiques, on va pas tous avoir les mêmes effets. Qu'est-ce qui va faire que je vais arriver peut-être à une dépression, mais quel chemin je vais prendre pour arriver à cette dépression? Donc on voit bien qu'une fois qu'on a ça, on a probablement plusieurs schémas possibles, et ces schémas réclament des prises en charge elles-mêmes différentes. Alors on a parlé des dimensions. On traite la dimension dépressive, ce qui est déjà beaucoup mieux, mais conceptuellement, c'est difficile à manipuler. Alors, de l'autre côté, vous voyez, vous avez l'école d'Hippocrate. Alors, Hippocrate dira, bon, ils se sont jamais battus, hein, Platon et Hippocrate, pour des raisons de date et des raisons d'ailleurs d'époque. Mais finalement, aujourd'hui, nous, on est un peu dans ce débat-là. L'école d'Hippocrate, pardon, dit que la maladie est une excroissance un peu de ce que nous sommes déjà. Il y a la théorie des humeurs. Nous avons tous dans son modèle des humeurs et les humeurs peuvent être un peu beaucoup passionnément à la folie pathologique. Les humeurs peuvent, du normal au pathologique, avoir différents états, des étapes et finalement caractériser avec des seuils la survenue d'une pathologie. Alors c'est vachement plus intéressant
de parler de dimension. Pourquoi? Ben parce que quand vous parlez de dimension, eh bien, vous commencez à pouvoir dire, bah, tel traitement sera peut-être plus actif sur telle dimension, tel traitement sera peut-être plus adapté. Et finalement, dans le tableau, au-delà de la catégorie, par exemple, trouble bipolaire, il y a probablement des dimensions somatiques, dépressives, motivationnelles, qui vont être plus ou moins altérées. Donc, on va commencer à pouvoir probablement mieux réfléchir sur les thérapeutiques. Et c'est ce que font beaucoup de médecins psychiatres. Ils essayent d'affiner leur modalité de prescription en fonction un peu de ces dimensions. C'est beaucoup plus finalement clair, par exemple, quand on parle du champ de la schizophrénie, vous avez la dimension des symptômes positifs, tout ce qui est délire, hallucination, des symptômes négatifs, tout ce que je perds, par exemple sur les affects, les mouvements émotionnels, etc. Et bien sûr, toute la désorganisation. Et donc, on voit bien qu'il y a des traitements qui sont très actifs sur, par exemple, la dimension positive, sur le délire, mais peu sur, finalement, les dimensions négatives. Donc, on se dit, bah, tiens, là, il manque un peu, peut-être, des thérapeutiques, où il faut affiner, il faut aller chercher. Puis, on va se rendre compte que, finalement, d'autres actions vont être actives, par exemple, sur les troubles cognitifs, plus spécifiquement. Donc, on voit bien que là, on a déjà des schémas thérapeutiques plus intéressants. Mais ça ne dit pas, encore une fois, comment tout ceci s'organise. Et c'est là que nous allons relier les points et rentrer un petit peu dans le dur. Ma mission, si je l'ai accepté, c'est de rendre ça audible et compréhensible. Donc, je vais faire un effort colossal, mais ça devrait le faire. Vous voyez bien que là, il y a plein de points. Ces points, on les relie, puis après, il apparaît quelque chose. Eh bien, les réseaux de symptômes, c'est un peu ça. On va voir que ça s'organise d'une manière, somme toute, assez simple. Vous avez les réseaux de symptômes. Les ronds, les bulles qu'on appelle les nœuds, représentent un type de symptôme. Par exemple, ça peut être trouble du sommeil, trouble de l'attention, déficit motivationnel, manque d'intérêt. Et ces symptômes-là, ils sont reliés entre eux. Alors comment on le sait? Parce que quand on fait, par exemple, des études avec des échelles psychométriques et qu'on passe ça à la moulinette des statistiques, et on va se rendre compte que certains symptômes sont plutôt connectés entre eux et ils sont moins connectés avec d'autres symptômes. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut montrer qu'il y a plusieurs dimensions dans certains troubles, mais surtout là, on va voir la force des liens des symptômes entre eux. Et donc, vous avez des traits. Ces traits vont être plus ou moins gros, ce qui correspond à plus ou moins le lien, la force du lien qu'il y a entre deux symptômes. Mais là où ça devient encore plus fascinant, c'est qu'on peut rajouter un sens. C'est-à-dire que S1, le symptôme 1, est lié à S3, mais influence S3. Vous avez de l'autre côté le champ externe, c'est les événements. Les événements, par exemple, de vie qui vous arrivent. Et bien, on voit bien que ces événements vont influencer plus spécifiquement certains symptômes. Par exemple, si je suis triste, qu'est-ce qui m'a rendu triste? Est-ce que c'est l'événement, par exemple, perte d'emploi? Est-ce que c'est l'événement trouble du voisinage qui à un moment me fatigue et comme ça me fatigue, je régule moins mes émotions. Donc comme je régule moins mes émotions, je deviens triste. Donc on voit bien que pour arriver au symptôme tristesse, il y a plusieurs types de chemins. Eh bien ça, c'est pas inintéressant. Parce que, encore une fois, mon Canadien, il traite tout. Mais si je connais le bon chemin, eh bien, je peux savoir déjà comment moi, spécifiquement, en tant qu'individu, je réagis aux événements et comment quand je présente certains types de symptômes, j'y suis parvenu. Et ça nous ouvre, vous allez voir, des possibilités assez, moi je trouve fascinantes, dès lors qu'on va les coupler, par exemple, ça c'est ma partie, avec des logiciels en intelligence artificielle. Alors, il y a une dynamique. Qu'est-ce que c'est cette dynamique? Dans l'idée de ces troubles, c'est que nous avons tous des symptômes qui sont à un état dormant. En fait, c'est tout simple. À partir du moment où j'ai des émotions, ces émotions, elles sont là pour m'adapter à la vie. C'est grâce à mes émotions que je comprends une partie des alertes qui sont autour de moi. Et puis même, je donne du sens au monde. La peur m'explique qu'il y a un danger. Le dégoût, que c'est peut-être pas bon pour moi d'y aller. La colère, c'est qu'il n'aurait pas dû se passer quelque chose, par exemple. Et donc, on a tous ces émotions en nous, mais imaginons que maintenant, elles deviennent pathologiques. Bah, passer du normal au pathologique, c'est un petit peu comme une bille qui serait entre deux montagnes et sur deux vallées, c'est-à-dire entre trois petites montagnes et deux vallées. Cette bille, elle va bouger dans une première vallée, on va appeler ça la vallée de la stabilité, puis à un moment, il va y avoir un coup, un événement.
cette fameuse phase 2. Le réseau va commencer à s'activer parce que l'événement va me déstabiliser. Par exemple, si j'imagine que j'ai des troubles du voisinage, du coup je dors moins bien. L'événement 1, c'est trouble du voisinage. Dormir moins bien, c'est le sommeil. Fonction normale, ben là, elle va être moins bonne. Le lendemain, ben, j'arrive au travail, je suis plus irritable, et puis surtout, j'ai du mal à me concentrer. Et puis, ben, ça va affecter le symptôme estime de soi. Comme je fais moins bien les choses, je me dis que je suis nul. Et de fil en aiguille, on va arriver vers tout un réseau avec une propagation, un petit peu comme un papier de buvard sur lequel je mets une goutte d'eau. Ça, c'est le premier symptôme, et boum, ça va contaminer les autres. Mais il y a un ordre précis. Et à la fin, le réseau, il devient actif, le réseau de symptômes, et même s'il n'y a plus l'événement, ben, il a pris finalement le pas sur l'autre et il est maintenant sur un réseau actif. Donc vous voyez qu'avec cette approche-là, on comprend un peu mieux d'abord comment c'est organisé, puis je vais vous en montrer quelques-uns, et surtout aussi comment ces symptômes se propagent et s'influencent entre eux. Parce que comme je vous l'ai expliqué, on peut arriver aux mêmes symptômes par plein de chemins différents. Et là, tout de suite, quand on comprend mieux comment il y a une organisation symptomatique, eh bien, on va pouvoir peut-être proposer des façons de penser la thérapeutique très différentes et qui ne soient pas monomorphes. Ça ne sera pas juste le traitement, c'est un ensemble d'événements qui va se concentrer sur ces facteurs. Donc, il y a une dynamique et justement, grâce à cela, on comprend comment il y a une propagation. Mais là où ça devient encore plus intéressant aussi, c'est que quelque part, il y a des grands modèles, mais chacun a un peu son propre petit réseau et la manière dont ça s'organise. Donc, on peut comparer, si vous voulez, les réseaux globaux dans une pathologie donnée, un diagnostic, mais aussi les réseaux, par exemple, plus spécifiques aux jeunes, moins jeunes, au premier épisode, aux multiples épisodes, à une semaine, au bout d'un an. On va avoir finalement même la visualisation de changements d'interactivité. Peut-être qu'au début du trouble, ce qui est très impactant pour moi sont les événements qui me déstabilisent, par exemple, au niveau du sommeil, de la cognition, mais plus tard, c'est peut-être un autre chemin qui est pris pour arriver au même résultat. Eh bien, si je prends pas ça en compte, peut-être que je traiterai bien au début, puis à la fin, peut-être que ça sera plus adapté, ma manière de procéder. Alors certes, ça demande quand même une mise en pratique. C'est encore un petit peu théorique, mais je crois qu'intuitivement, nous le faisions déjà. Sauf que là, on a une formalisation un peu plus théorique de ce qui se passe. Ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que souvent, on a des associations de diagnostics. Si j'ai un trouble bipolaire, peut-être que j'ai un trouble anxieux associé, ou un trouble de l'usage de l'alcool, ou un trouble obsessionnel. Tout est possible. Mais justement, grâce à cette visualisation, on peut comprendre aussi comment on va passer peut-être d'un trouble à l'autre ou relier les différents troubles. Admettons que j'ai mon réseau de symptômes A, qui par exemple représente la bipolarité, et le réseau de symptômes B, je veux dire, euh, par exemple, une comorbidité obsessionnelle compulsive, eh bien, on va avoir des symptômes qui sont partagés un peu par les deux. Et du coup, quand un réseau de symptômes s'active, par exemple celui des troubles de l'humeur, peut-être qu'il va, par extension, commencer à toucher ces symptômes bons qui vont, eux, activer la comorbidité. Et là, c'est encore quelque chose de passionnant, parce que ça nous explique ou ça nous montre comment on passe d'une maladie à l'autre et comment elles sont reliées. Et justement, là, on se dit peut-être que dans mon schéma thérapeutique ou ma façon de comprendre le trouble, eh bien, je vais pouvoir mieux anticiper la survenue ou la décompensation de l'autre. Et si je sais que quand les symptômes commencent à être très actifs, par exemple de la comorbidité obsessionnelle, ça veut peut-être dire qu'en amont, d'autres symptômes se sont déstabilisés dans mon trouble de l'humeur. Donc vous voyez que grâce à cette visualisation, on peut comprendre la dynamique qui fait qu'on passe d'un trouble à l'autre et que ceci s'exprime à un moment en même temps. Ça résout aussi pas mal dans la visualisation de toutes les maladies que l'on peut rencontrer, le partage de certains symptômes. L'exemple typique, c'est l'anxiété. Ou l'anxiété, ces symptômes anxieux, on les a aussi bien dans la dépression que dans les troubles paniques ou les troubles anxieux généralisés. Ils s'expriment d'une manière assez commune, peut-être avec des variations en fonction des gens, bien sûr, mais leur partage, il est plus évident à comprendre parce qu'ils sont dans les deux troubles. Et peut-être qu'à un moment, un influence l'autre, et réciproquement. Et là, on comprend mieux comment,
par espèce de vague et d'allumage un peu d'un point puis un autre, eh bien, on arrive à avoir cette expression de comorbidité. Et surtout aussi que certains événements vont plutôt être la cause de la décompensation d'un des diagnostics plus que l'autre, et réciproquement. Alors, j'espère que là, avec mes petites bulles et mes petits traits, j'ai perdu personne, mais justement, c'est passionnant parce que individuellement, dans la propre expérience patient qu'on a de soi-même, on sait souvent comment ça se passe. On connaît, ceux qui ont fait beaucoup de psychoéducation le savent, quel est mon propre schéma, finalement, un peu de décompensation. Mais là, on va le poser de manière plus spécifique pour soi ou de manière plus globale en fonction par exemple, de paramètres cliniques ou sociodémographiques. Et peut-être qu'on va tester des façons de prendre en charge qui seraient différentes. Alors, pour nous, nous dans notre travail à l'ICRIN, à l'ICEM, on utilise énormément, enfin non, on essaie de développer des outils numériques qui sont capables d'interagir avec ces réseaux. Ils sont capables de dire, bah, tiens, les symptômes, ils commencent là, peut-être que là, on est en train de détecter de l'instabilité et tout de suite de proposer des interventions plus ciblées et plus spécifiques à ce qu'il se passe parce qu'on connaît mieux l'organisation des symptômes entre eux pour un trouble spécifique. Alors, je vous montre, voilà, on rentre un peu dans la complexité, mais grâce à cette façon de voir les symptômes, on peut même voir tout, intégrer les différents niveaux de réseau qui vont aussi bien au niveau micrométrique des neurones jusqu'au niveau macro, eh bien, l'impact fonctionnel sur le réseau social. Et finalement, on a les moyens de connecter même tous ces réseaux pour avoir une vision beaucoup plus intégrative, certes plus complexe, des troubles. Alors là, c'est dans le cas de la schizophrénie que j'ai montré ça, mais on a exactement la même chose probablement avec les troubles bipolaires. Bon, vous montrer un peu comment ça s'organise. Là, par exemple, c'est une étude. Alors, les petits traits qui sont en dessous, c'est plus un truc de statistique, mais vous voyez que on a en bleu certains symptômes qui sont ceux de la dépression et en rouge ceux de la manie. Eh bien, ces symptômes ont des liens entre eux. Par exemple, si je prends en bleu D1, D1, c'est la tristesse, elle est très connectée à l'anédonie, elle est connectée à la perte d'énergie, elle est connectée à l'hypersomnie, mais peut-être moins à l'idée suicidaire, ce qui est quand même étonnant, mais par un chemin, on peut peut-être y arriver. Et puis on va se rendre compte que quelques temps plus tard, eh ben, les connexions ont un tout petit peu évolué, puisque là, vous avez deux temps qui sont proposés. De la même manière, la manie, bah, vous voyez qu'il y a des symptômes qui sont plus connectés entre eux. Par exemple, l'irritabilité avec la familiarité excessive, ce qui peut paraître curieux. Et puis, quelques temps plus tard, c'est plus tellement ce lien qu'on retrouve. Donc, par exemple, ce schéma-là, ces réseaux avec deux pôles que vous connaissez bien, eh bien, on voit que les organisations à travers le temps sont pas les mêmes. Alors, voilà un réseau de symptômes. Alors, vous allez me dire, oh là, qu'est-ce qu'il nous montre? On n'a pas, c'est compliqué. Oui et non. Parce que, de prime abord, ce sont des symptômes à deux temps différents, enfin, pas deux temps différents, sur deux catégories différentes. Comment les symptômes hypomaniaques, qui sont listés par une échelle, l'échelle HCL32, eh bien, sont connectés entre eux dans le trouble bipolaire de type 1 et de type 2. Alors, on m'a dit tout à l'heure, oui, mais les catégories, voilà, justement, on prend une catégorie et on l'étoffe un petit peu pour mieux regarder comment s'organisent les symptômes. Donc, si on a les éléments de cette échelle, eh bien, on va se rendre compte que entre le type 1 et le type 2, on n'a pas tout à fait les mêmes forces de lien, les mêmes connexions. Et par exemple, dans le type 2, eh bien, des symptômes sont reliés entre eux alors qu'ils ne le sont pas dans le type 1. Et par exemple, c'est le fait dans l'hypomanie de fumer beaucoup plus de cigarettes et plus corrélé au fait d'avoir plus d'idées corrélées. Bah, on se dit, mais pourquoi? Bah, parce que ça montre qu'il y a une forme de stimulation qui est différente et on retrouve pas ce lien dans les troubles de type 1. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais ça nous montre que finalement, dans les diagnostics, l'organisation même des symptômes et l'influence des uns sur les autres n'est pas tout à fait la même. Et donc, du coup, là, ça va nous pousser ou nous obliger. Le terme obligé n'est pas péjoratif ou une contrainte majeure, mais plutôt, je pense, une nécessité à penser différemment. Mais vous voyez déjà quand même
ça fait des bulles partout, ça oblige une forme de réflexion particulière. Et c'est pour ça que très probablement l'intérêt de solutions qui accompagnent tout ça numérique avec de l'IA permet justement d'analyser ça beaucoup plus facilement. Mais donc, cet exemple montre que rien qu'en d'une catégorie à l'autre, on a des points communs. Par exemple, on a les symptômes qui peut être de façon de gêner, d'agacer un peu les autres. Bah, il est relié à finalement un symptôme euh, qui est celui d'être plus impatient, irritable. Donc ça paraît évident. Mais dans le bipolaire 1, le lien est par exemple moins fort avec le symptôme par exemple, d'HCC27, alors que dans le trouble de type 1, de type 2, il est plus fort ce lien. Donc, ça nous montre que, en fonction des diagnostics, on arrive à avoir des schémas très différents. Mais surtout, ça nous aide à les voir visuellement. Et quand vous faites une étude, parce qu'en fait, vous faites passer les échelles à plein de gens, vous passez ça à la moulinette statistique, c'est très facile à faire dans l'absolu, enfin, c'est les logiciels qui le font, et ça vous montre s'il y a des différences entre les catégories, les gens, l'âge et autres. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous oblige à avoir une vision plus personnalisée. Bien sûr que je sais qu'en présentant ces travaux, ça peut paraître un peu compliqué, on se dit, mais justement, comme ça se développe et que ça commence à être une proposition de compréhension des troubles et dans les études, même d'évaluation de certains traitements, eh bien, je me dis que c'est important que vous sachiez de quoi ça parle. Je prends par exemple un autre exemple où on voit là souvent ce lien qui a été très évoqué il y a quelques années entre le trouble bipolaire et le trouble de personnalité de type borderline. Au point que certains disaient, oui, enfin, les troubles borderline, c'est peut-être des patients qui ont un trouble de l'humeur avec un passé plus difficile. Bon, peu importe la cause, mais on voit là typiquement que finalement, chacun est un peu dans son coin. On retrouve, c'est en espèce de bleu là-haut, 30, 31, etc., les symptômes de personnalité qui sont assez agrégés entre eux, très fortement reliés, vous voyez l'épaisseur des traits, mais qui ont des liens avec les autres troubles, par exemple les troubles dépressifs, c'est tout ce qui est en vert, ou les épisodes euphoriques. Il y a quand même des petits liens, mais on voit que c'est assez séparé, mais surtout, on se dit, tiens, en regardant ça, quels sont les symptômes qui sont les uns sur les autres déjà? Et vous voyez, ils sont en violet. Ils sont reliés différemment et c'est ce qu'on appelle ces symptômes ponts. Là, c'est l'agitation motrice, les tentatives de suicide, les dépenses d'argent et la sexualité non contrôlée. Eh bien, ça c'est intéressant parce que comme ça partage, les diagnostics sont partagés, on commence à comprendre peut-être pourquoi bah, ça va s'exprimer plus. Pourquoi finalement aussi le fait d'avoir ces symptômes, bah, en vert, ça veut dire que c'est une influence positive, c'est-à-dire que ça active, et en rouge, que ça bloque les symptômes. Vous voyez un petit peu mieux aussi comment ces symptômes sont reliés et affectent la stabilité, ou alors sur le résultat de l'instabilité des troubles princeps, en l'occurrence troubles borderline ou la manie. Donc vous voyez, ça permet aussi de mieux comprendre comment ces comorbidités s'organisent et comment elles se manifestent et quelles sont quelque part, finalement, les symptômes les plus communs et ceux qui ont l'air d'être les plus vite impactés en cas de déstabilisation de l'un ou l'autre ou de l'un vers l'autre. Donc, ça, c'est un modèle qui permet de mieux comprendre les comorbidités. Alors, je suis vraiment désolé, c'est difficile de montrer autrement ces traits, etc. Mais par exemple, quand on applique des petites fonctions où on dit, bah, sur mon graphique, je veux pas les associations qui sont inférieures à 30%, 40%, enfin, c'est 0,4 de coefficient, eh bien, ça simplifie un peu le graphisme et on voit mieux les chemins qui sont parcourus. Mais peu importe, l'idée, c'est vraiment de voir cette organisation et justement ces liens des symptômes entre eux. Un autre schéma assez intéressant, c'est après, par exemple, une manie, quelle est la place finalement des troubles attentionnels? Eh bien, on voit qu'en fonction des catégories diagnostiques, par exemple, A, c'est j'ai des symptômes résiduels, B, j'ai pas de symptômes résiduels, C, j'ai des symptômes dépressifs résiduels, D, j'ai pas de symptômes résiduels dépressifs, et 4, j'ai pas de symptômes maniaques résiduels. Eh bien, la manière dont sont finalement reliés les symptômes, vous voyez bien que les graphes sont complètement différents.
Alors que si j'ai fait un épisode et je regarde les gens derrière, je relis pas les symptômes de la même manière. Et vous voyez, par exemple, là, on a les échelles de dépression, les échelles de symptômes, les échelles de manie. Eh bien, on voit qu'il y a des choses qui s'agrègent beaucoup plus spécifiquement et différemment d'un trouble à l'autre. Eh bien, encore une fois, justement, quand j'ai cette visualisation de ce schéma, j'ai quand même une visualisation plus individualisée. Et donc, à partir du moment où les études sont répliquées, eh bien, on commence peut-être à se dire, ah, alors si j'ai un patient qui n'a pas de symptômes résiduels, peut-être que lui, il est plus impacté, ou du moins tout ce qui est environnemental, psychologique, social et physique est plus relié que celui qui a finalement qui a pas de symptômes maniaques et donc résiduels. Donc on voit encore une fois que c'est cette organisation individualisée, différenciée, ouvre des perspectives de propositions thérapeutiques, de compréhension du trouble, quand même plus satisfaisantes et plus ouvertes pour chacun des patients. Maintenant, encore une fois, ça, c'est pas fait pour un patient donné, mais pour plein de patients donnés, et ça nous sort des grands schémas. Mais à ces grands schémas, à partir du moment où on les a un peu individualisés, on a plus de chances qu'un individu colle à un de ces schémas qu'à un grand schéma global. Plus on est précis, mieux c'est, mais il ne faut pas être non plus trop précis, il ne faut pas trop couper en millième de partie, parce que bon, à la fin, ça ne veut plus rien dire. Mais vous voyez quand même que rien que visuellement, pour un clinicien, on a un schéma qui n'est pas le même. Je vous montre même des réseaux de symptômes. Bon, ça c'est une publication française que j'aime bien, qui est par exemple l'estime de soi. Quelle est sa place dans la qualité de vie selon les troubles mentaux? Eh bien, quand on évalue l'estime de soi, c'est le rond qui s'appelle CEL, hein, que vous voyez en haut des réseaux, selon que je sois atteint d'un trouble du spectre de la schizophrénie, un trouble neurodéveloppemental, un trouble bipolaire, un trouble dépressif, un trouble anxieux ou un trouble de la personnalité, les liens avec d'autres facteurs ou symptômes sont pas les mêmes, encore une fois. Par exemple, la vie entre guillemets romantique, la résilience, le sentiment de bien-être psychologique ou physique, les relations avec les autres et les relations familiales et l'autonomie, eh bien, cette estime de soi, elle n'est pas reliée de la même manière. Et par exemple, dans les troubles bipolaires, vous avez quand même une différence. L'estime de soi, elle est relié beaucoup avec les sensations physiques, l'autonomie, et finalement moins avec la famille, alors que finalement, dans la schizophrénie, on a un schéma un chemin, pardon, qui peut y arriver, ou alors dans les troubles anxieux. Alors, faut décoder un petit peu tout ça, mais ça nous montre encore une fois, quand on prend un problème donné et qu'on l'analyse sur ce modèle, eh bien, on a des schémas très différents qui nous montrent probablement une espèce de psychodynamique ou une dynamique plus spécifique. Maintenant, on pourrait en passer encore beaucoup, mais je vais vous montrer encore une application de ce type de trouble. Là, on essaye de voir comment les patients peuvent évoluer, comment ils peuvent, quand ils ont une dépression ou un trouble bipolaire, évoluer différemment. Donc, d'un côté, vous avez A, la dépression, B, les troubles bipolaires. Et finalement, est-ce que quand on fait un réseau, on peut imaginer quels sont les symptômes ou les états qui sont prédictifs, finalement, d'un bon fonctionnement ou pas? Eh bien, sur cette analyse, on va comprendre que, par exemple, le poids, ou du moins le lien entre des troubles neurocognitifs et justement le fonctionnement de l'individu, eh bien, sont très marqués, par exemple, dans le trouble de type bipolaire, alors que les liens sont moins forts dans la dépression. Peut-être parce que ça dure moins longtemps, il n'y a peut-être pas les mêmes remaniements. Ou alors, quand on regarde finalement certains critères plus cliniques, il y en a certains qui sont très liés dans la dépression et absolument pas dans le trouble bipolaire. Donc, ça me fait dire que même si j'ai un trouble bipolaire et que j'ai une dépression, mon profil n'est pas le même qu'une dépression pure, parce que probablement les réseaux cérébraux, comme je vous ai montré, tous ces étages sont organisés un peu différemment et donc produisent des liens entre les symptômes un peu différents dans la manière dont ils se régulent les uns
et les autres. Alors, fait-on des bulles, des ronds comme ça aux patients spontanément? Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas encore, mais je pense que ça va venir bientôt en application, un peu un schéma symptomatique personnel. Mais si on s'intéresse à ça et qu'on commence à l'intégrer dans nos pratiques, vous avez vu, il y a beaucoup de littérature et il est peut-être plus compliqué de retenir des ronds et des points et des traits et des représentations graphiques que la conclusion d'un article qui dit faut faire ça pour tel problème. Mais en même temps, peut-être que justement en informatisant ça, ça va nous rendre la tâche plus facile. Et aussi dans la façon dont on évalue les traitements, on va peut-être mieux comprendre ce que fait un traitement quand on utilise ces schémas que quand on n'utilise qu'une échelle isolée. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre que le traitement, peut-être, il va agir d'abord sur tel symptôme, et même s'il agit que sur celui-là, puisque les symptômes sont liés, le fait de bloquer un symptôme va peut-être épargner l'expression des autres ou empêcher qu'ils continuent à se contaminer. Et c'est là où peut-être, quand on analyse un peu tous ces éléments, aussi, on va réfléchir différemment sur la façon dont on peut stratifier ou proposer des projets thérapeutiques. Parce que la personnalisation, elle passe justement par l'organisation des symptômes entre eux. Alors, je continue. Je vous disais que traiter une catégorie, c'était quand même beaucoup un gros canadair. Alors là, surtout, je ne veux pas mettre les gens à dos, hein, ça montre la complexité de notre discipline. Ça montre la complexité. Alors que finalement, ce qu'on aurait voulu, c'est peut-être que la précision, elle apparaisse avec un pompier qui vient et qui éteint ce barbecue qui brûle avec son jet d'eau de manière individuelle sans noyer tout le village. Et quelque part, peut-être que traiter le réseau de symptômes, c'est justement commencer à avoir cette précision. Alors, il n'y a pas qu'elle. On sait que les biomarqueurs peuvent nous aider à avoir des profils plus spécifiques, qu'ils soient des biomarqueurs biologiques, mais aussi des marqueurs numériques, comportementaux. On sait que la façon de stratifier un petit peu différemment les patients en fonction de justement ces marqueurs permet de faire qu'on ne va pas traiter tout le monde de la même manière. Moi, je dis toujours, imaginez que j'ai une hypertension artérielle et que devant moi, enfin, que je sois cardiologue et que je soigne des hypertendus et que les gens soient tous à la queue leu-leu. Ils sont tous hypertendus. C'est-à-dire, ils ont la catégorie hypertension. Mais quand ils arrivent devant moi, je prends une pièce, je la jette, alors je fais, oh, toi, je te mets ça, puis toi, je te mets ça en fonction du jet. Je vais les traiter quand même de manière un peu imparfaite. Ça paraît logique, hein. Mais quelque part, si je traite justement la catégorie maladie, je risque de me retrouver un peu dans cette non-spécificité ou de traiter des causes euh, de manière non adaptée. Et justement, proposer déjà des façons de traiter les dimensions plus spécifiquement. Il y a des troubles cognitifs, on va essayer de travailler sur la cognition, c'est beaucoup mieux. Mais là, on traite encore une fois des grandes dimensions cliniques. Maintenant, avec ces fameux réseaux de symptômes, de voir comment tout ceci s'organise et tout ceci est relié, eh bien, on va peut-être pouvoir aller sur du beaucoup plus spécifique et donc même agir sur différents niveaux, puisque on peut proposer des traitements sur les symptômes directement. Insomnie, je vais bloquer, je vais réguler le sommeil. On sait par exemple que finalement, admettons que l'événement E1, ça soit des troubles du voisinage. Je comprends toujours ça. Moi, je vois, parce que c'est souvent le cas dans les immeubles, enfin, chez nous à Paris, les gens dorment moins bien. En dormant moins bien, ben, ils vont avoir d'abord probablement une désorganisation des cycles et des rythmes veille-sommeil, et puis des troubles de la cognition, et puis ils vont se trouver nuls parce qu'ils ont mal réussi. Eh bien, si je traite directement l'insomnie en essayant de réguler, je vais peut-être éviter que les autres symptômes s'activent, par exemple. Alors que s'il me dit je suis triste et que le chemin par lequel il était arrivé, c'était celui-là, traiter la tristesse, ben, il y avait peut-être des choses en amont à traiter. Je ne dis pas qu'à un moment, on ne sera peut-être pas obligé, mais il y a peut-être des symptômes plus prioritaires. Et je pense que quand je dis ça, je vous dis ça, vous êtes tous à peu près, comment dire, vous vous reconnaîtrez en disant que bah, chacun sait finalement quel est souvent son chemin de désorganisation ou son chemin d'activation symptomatique. Je peux aussi travailler sur les champs externes, les événements. Par exemple, les événements, si c'est
un événement au travail, eh bien, on va peut-être adapter le poste de travail. Si les événements sont des relations compliquées avec autrui, on va peut-être travailler les thérapies interpersonnelles. Donc, on a là, finalement, différentes possibilités. Et enfin, on peut intervenir sur la structure du réseau de symptômes, des symptômes dans leur globalité, plus que des symptômes cibles et des symptômes plus spécifiques. Donc, pour moi, enfin pour moi, quand je dis ça, quand j'expose un peu ces éléments, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est pas de demander demain je veux mon réseau de symptômes parce qu'on n'est pas complètement capable de le faire encore. Encore une fois, ce sont des réseaux qui sont obtenus par l'analyse de données de nombreux patients qui nous permettent de voir comment tout ceci est agrégé, mais on n'a pas encore totalement l'individualisation. Mais en même temps, tout clinicien connaît un peu son patient et avec le patient, on peut dans un réseau qui déjà a plus de probabilité de vous ressembler parce que les études ont démontré que c'était ça plutôt que ça. On l'a vu avec beaucoup de pathologies, il y a des spécificités. On va pouvoir travailler et peut-être, je ne sais pas encore complètement. Enfin, on est en train de se poser tous des questions sur leur mise en œuvre, comment on peut utiliser ça de manière concrète. Moi, ma vision, c'est que ça peut être informatisé, je dirais pas simplement, mais de manière un peu plus méthodique. Mais on pourrait imaginer qu'on a notre grille de symptômes et qu'on la remplisse presque ensemble en disant, ben voilà, moi j'ai ça, il y a plutôt ça, et qu'on réfléchisse sur le chemin. D'ailleurs, ce que font beaucoup de psychothérapeutes, où ils essayent de trouver un enchaînement de raisons pour qu'on observe les symptômes. Et justement, aussi, le fait d'avoir plusieurs niveaux ne veut pas dire qu'on touchera qu'un niveau, mais on aura un niveau de précision plus important. On l'a vu maintenant. Imaginons que je veuille traiter, je reviens un petit peu en arrière, certains symptômes, eh bien, on va voir que bah, si ils sont, peut-être un exemple, non, voilà, comme ça, celui-là, où on a les interactions entre les troubles de la personnalité et autres, bah, admettons que la personne ait un trouble de la personnalité. Si je commence à voir que certains symptômes, ceux qui sont en rose, sont beaucoup plus présents, je me dis que probablement un trouble va influencer l'autre et je vais aller plus spécifiquement travailler cela pour éviter ce qu'on appelle la pathoplastie. De la même manière, si l'estime de soi est reliée à différents symptômes ou différentes dimensions, la vue sociale, autonomie, etc., eh bien, la travailler va affecter différemment ces nœuds. Et si le sentiment de bien-être physique, le sentiment de bien-être physique est défaillant, peut-être que améliorer la condition physique va peut-être améliorer l'estime de soi. Et on voit que pour certains symptômes, les liens sont très 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 forts, par exemple comme dans les troubles de la schizophrénie ou les troubles bipolaires, et vont peut-être le lien va être un petit peu moins fort dans l'anxiété. Donc peut-être de manière préférentielle, c'est ça que je vais travailler ou je vais proposer des schémas de surveiller la largeur du trait, montre la force de l'association, donc du lien et des influences réciproques. Donc, pour revenir un petit peu à ce champ, bah, vous voyez que cibler les symptômes, c'est peut-être se baser sur finalement les liens et théoriques et aussi observés chez les personnes pour proposer ces fameux traitements. Maintenant, encore une fois, intervenir sur le champ externe, ce sont les événements ou alors les conditions environnementales. Eh bien, moi, je trouve que c'est fascinant parce que là, pour le coup, on relie des causes, des effets et leur expression au milieu des deux. Et surtout, on propose aussi peut-être des cibles qui ne sont pas que symptomatiques, mais qui sont environnementales. Alors, ça ne date pas d'hier, on le fait beaucoup plus, ça, aujourd'hui. On le fait de manière assez fréquente, mais ces symptômes vont être finalement maîtrisés à plusieurs niveaux. Et donc, ça, à notre sens, c'est quand même une opportunité. Maintenant, qu'est-ce que pense la communauté de tout ça? Eh bien, c'est en passe, on en parle de plus en plus. Alors, méfions-nous toujours des choses dont on parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que comme elles sont un peu novatrices, on plonge un peu dedans. Tous ceux qui aiment bien l'innovation, ils voient des perspectives, pensent qu'à ça, et on en fait un nouveau paradigme, ce qu'on appelle un peu un paradigme kuhnien. Il y a la science établie, il y a une nouvelle idée, cette idée bouscule un peu les autres, et puis une fois qu'elle les a bien bousculées, elle a pris leur place, ça redevient la nouvelle idée qui sera
probablement à un autre moment bousculé. Ça, c'est le cycle des idées scientifiques qui sont décrites par Kuhn. Mais en même temps, aujourd'hui, on en est quand même un peu au début. Et des gens s'y intéressent parce que c'est intéressant. Et ils s'intéressent parce qu'ils y voient une opportunité. Par exemple, nous, dans notre approche, on voit une opportunité d'individualiser, de comprendre les symptômes à des échelles individuelles et surtout dans les applications qu'on va proposer pour thérapeutique, par exemple numérique, c'est ce sur quoi nous travaillons beaucoup, eh bien, on va se caler sur ces symptômes qui vont probablement être perçus par vos téléphones portables, qui peut capter si vous bougez beaucoup ou pas, si vous êtes statique, ce que vous avez vu, etc., le nombre de connexions sociales, et transformer cette signature numérique en des symptômes qu'on intègre dans un réseau et constituer des alertes où on se dit, bah, tiens, dans mon réseau, boum, tel symptôme s'allume parce que je bouge plus, et je suis chez moi, et peut-être de manière assez précoce pour éviter que, comme cette goutte d'eau sur le buvard, ça contamine globalement tout le reste. Donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est une opportunité thérapeutique. Et donc de proposer une, comment dire, intervention ciblée sur ce qui se passe et ce que j'ai relevé et ce réseau. Et comme ça, on a au moins une cohérence. Enfin, on l'a déjà, mais en disant ça, je critique pas ceux qui font pas des réseaux, pas du tout, puisque c'est encore une fois, assez théorique et en train de gagner la pensée de beaucoup de personnes. Mais ça nous permet quand même de proposer vraiment quelque chose qui est là, pour le coup, très individualisé. Couplez vos données individuelles à des données connues chez tout le monde, eh bien, on a une meilleure pertinence pour un individu donné. Et comme je vous ai expliqué, alors ça se voit par exemple dans la schizophrénie, par exemple, les symptômes sur le premier épisode versus à 1 an, le réseau n'est pas le même. Ce qui veut dire que les symptômes qui apparaissent comme étant les plus promoteurs d'une déstabilisation sont plus les mêmes. Donc nos cibles sont plus les mêmes. Or, souvent, au bout d'1 an, on est un peu quand même dans des schémas thérapeutiques, pharmacologiques assez statiques. Je dis pas qu'il faut l'abandonner, l'autre, pas du tout. Mais il y a peut-être à un moment d'autres cibles, ce que l'on fait finalement dans les projets thérapeutiques. Mais là, cette approche théorique donc, a été beaucoup développée donc, par Borsboom, qui est un psychologue néerlandais, et je sais que les relais en France, ceux qui travaillent beaucoup dessus, c'est Christophe Gau, qui est à Lyon, et donc les, les relais commencent à prendre un peu de place, mais surtout, voilà, cette approche en réseau nous amène à des réflexions différentes. Alors, maintenant, le deuxième point, en tant que patient, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux déjà me dire, mais tiens, si ça existe quelque part, quel est mon réseau, moi? Finalement, quand je m'observe, quels sont les événements, ces facteurs externes qui sont chez moi les plus péjoratifs? Et quand je vais pas bien, comment ça se passe chez moi? Parce que si le résultat, c'est, par exemple, tristesse, voire même irritabilité, quelle en est la cause? Moi, je peux dire, je peux être irritable parce que j'ai pas dormi, ou je peux être irritable parce qu'on m'a énervé toute la journée. On me dire, si on m'énerve, c'est que je suis peut-être irritable. Non. Mais voyez, quand je dis je, c'est une métaphore, hein, mais quoique, enfin, comme tout le monde, si on dort pas, on va être un peu énervé. Et donc, l'idée, c'est de voir comment moi, ça se passe. Et là, ce que je dis toujours, une connaissance de soi, c'est aussi une possibilité de faire ces petites auto-actions. Pourquoi, par exemple, ceux qui, enfin, dans des communications, peut-être que certains l'ont déjà entendu, moi le matin, enfin, je propose à mes patients une ordonnance d'activation. Cette ordonnance d'activation, elle est assez stéréotypée, mais après on l'adapte, parce que je donne le fichier doc souvent et je leur dis, ben, adaptons-la ensemble. Et cette ordonnance d'activation, c'est le matin, j'essaie de me réveiller à l'heure fixe, je m'expose à la lumière, j'essaie de faire un peu d'activité physique, hein, je ne parle pas nécessairement de sport, je prévois 2, 3 activités toniques, j'évite d'en faire une sieste tout de suite après, et etc. Le midi, je fais ceci, je fais cela. Eh bien, en fait, ça, c'est assez général, parce que c'est ce qu'on voit dans les thérapies de type TIPARS, hein, thérapie interpersonnelle avec aménagement des rythmes sociaux, dont on s'inspire. Mais après, on cherche à les personnaliser. Parce que le patient dit, ben moi, je sais. Le matin, j'ai du mal à me lever, donc je reste dans mon lit, donc je me dis que je suis nul, etc. Donc, ben voilà. Là, j'ai déjà un chemin. Eh bien, ce chemin, je vais dire,
classons l'intervention qui est la plus spécifique, qui est une intervention comportementale simple, hein, ça mange pas de pain, hein, et appliquons-la plus spécifiquement parce que moi, en tant que patient, il me dit, c'est ce chemin que je prends. Donc, vous voyez, ça, c'est une application déjà un peu pragmatique que moi, j'essaye de travailler de manière individuelle. De la même manière, les médicaments. On voit bien que les médicaments, ils ont tous le même nom. Enfin, le même nom, ils sont anti-machin ou anti-bidule. Mais ils n'ont pas les mêmes effets. Ils n'ont pas les mêmes effets indésirables, qui sont le reflet de leur activité plus pharmacologique. Mais on arrive toujours à dire, il y en a qui sont un peu plus anxiolytiques, d'autres un peu plus sédatifs de l'excitation, d'autres un peu plus contre l'humeur basse, d'autres qui sont plus stabilisatrices des rythmes biologiques. Eh bien, justement, voilà. Avec un réseau, je peux peut-être mieux penser ou essayer de mieux imaginer quel serait le traitement pharmacologique le plus adapté. Bien sûr, si j'intègre là-dedans les biomarqueurs et autres, tout ce qui est de la médecine de précision, par exemple, développée, qui est très pensée dans beaucoup de services, mais enfin, chez nous, en Ile-de-France, je vais penser aux travaux des équipes de Créteil ou autres, eh bien, on a justement cette possibilité de coupler cette strate théorique avec une strate biologique et elle-même avec une strate thérapeutique. Donc, quelque part, ces traitements, enfin cette approche est, selon nous, une forme d'opportunité théorique qui permet quand même un niveau d'appropriation, donc d'empowerment, étant et ayant une bonne connaissance de ce qui m'arrive, je peux mieux discuter avec le médecin pour mieux discuter de ce qui est bon pour moi. J'estime que c'est légitime et logique. Et justement, d'arriver à peut-être quelque chose de plus personnalisé. Je m'étais donné 45 minutes, j'espère que j'ai été clair, même si ça peut paraître complexe, mais c'était peut-être une présentation un peu théorique, j'en conviens, mais passons, mais nécessaire parce que c'est un vrai courant qui est en train de se développer au sein de la communauté psychiatrique. Bon, alors scientifique, j'aime pas cette dichotomie, mais parce que finalement, il faut, c'est comme, ben, voilà, c'est un réseau de connaissances qui se partagent, et justement quelque chose qui est en train vraiment d'intéresser la communauté. Espérons que ça va pouvoir être exploité. On essaye, nous, de l'intégrer et d'en faire un outil pragmatique, mais je pense aussi, comme toujours, une bonne connaissance de ce qui se passe permet d'avoir des demandes et une connaissance de soi et ses troubles plus pertinentes. Voilà, donc j'espère une seule chose, c'est que j'ai perdu personne, mais j'ai Ah pas vu non, monsieur. de chiffres qui sont tombés et de vous avoir intéressé sur ce sujet. Voilà. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez perdu personne. Là, Ah, ils le bravo, diront peut-être pas. c'est extrêmement rare. Bon, Voilà, et en espérant que c'était compréhensible. c'était bon. Je ne donne pas mon avis. Non, c'est passionnant, c'est très intéressant. Alors, on va Je, peut-être regarder les petites questions, c'est ça? Ah oui. oui, ah, il y a des questions. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des très approfondies. Alors, non, non, c'est pas vous qui lisez, c'est nous. Ah, c'est bon, d'accord. Fatiguez pas. On lui épargne le boulot. Alors, vas-y, Émilie, la Bon, première. alors la première est de Thierry. Donc bonsoir. Comment les réseaux de symptômes et leur application éventuelle vont-ils impacter les soins psychiatriques dans un avenir proche, en grosses majuscules, c'est-à-dire 5 ans? On parle de rétablissement en santé mentale depuis plus de 20 ans et la majorité des psychiatres ne pratiquent toujours pas le rétablissement. Et loin s'en faut. Merci d'avance pour votre réponse non politique. Alors, bon, ça tombe bien, je suis très peu politisé. Donc, non, alors, il y a il y a plusieurs niveaux. La temporalité, c'est difficile à dire aujourd'hui parce que les choses vont très vite maintenant et on a tellement d'interactions que il est difficile de prédire un peu les choses. Mais vous parlez de rétablissement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que cette approche est une approche orientée rétablissement. Comme je dis toujours, hein, moi, je dis toujours, vous n'êtes pas malade, vous avez une maladie. Ce qui est pour moi l'acte 1. L'acte 2, c'est bah, comment cette maladie, elle s'organise. Et le rétablissement qui est d'être soi avec ses troubles, je trouve que ça s'applique bien les réseaux de symptômes parce qu'on voit que ça sera toujours latent, ça existe en nous.
Maintenant, comment gérer tout ça et comment travailler avec tout ça? Justement, je trouve que c'est une approche un peu orientée rétablissement. Si je devais faire une prédiction, et aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué d'en faire, souvent on se plante. Je dis toujours, hein, il y a autant de devins que de prédictions possibles et réciproquement, donc c'est dur, mais je pense que d'ici 3 4 ans, on aura peut-être des évaluations thérapeutiques. Ça se fait déjà, j'en ai déjà vu dans la dépression, j'en ai déjà vu un peu dans la schizophrénie, basées sur ces approches-là. Donc peut-être avec une analyse plus mathématique des relations et de l'effet des médicaments. Donc déjà peut-être ce point-là. Le deuxième, bien sûr que le rétablissement, c'est l'objectif principal. Dire cette approche de recovery, d'empowerment, elle a plus que 20 ans, puisque finalement les premières assertions de Patricia Degan, je crois si ma mémoire est bonne, c'est 1986. Et je trouve fantastique regardez justement. Alors là, c'est pas fait exprès. Patricia Degan dit, aujourd'hui, je veux être la chef d'orchestre de ma propre symphonie. Eh bien, un réseau de symptômes, c'est la propre symphonie de chacun, même si elle est basée sur les symphonies de tout le monde. Et justement, là, il y a une possibilité d'être un peu propre chef d'orchestre, c'est-à-dire de connaître les chemins et donc empowerment et rétablissement. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais moi, je vois un petit peu les choses comme ça. Et bien sûr aussi, pour le rétablissement, il faut des moyens. Ça, c'est un autre débat. Merci. Blandine, ton micro. Il y Je a sais pas, Chris qui nous dit bonsoir et merci. Vous avez d'ailleurs des félicitations, beaucoup de c'est félicitations qui gentil. arrivent. C'est important pour mon réseau de symptômes, moi, hein, sauf que si on me dit c'est bien, je vais Bah, être ça va Comment, content. l'améliorer, très riche, Voilà. Claire. Il y en comment, a beaucoup. comment participer aux recherches? Est-ce que la psychothérapie de précision est plus immédiatement accessible que la psychiatrie? Alors, j'essaie de voir comment je peux répondre ça, parce que pour moi, la psychothérapie est un des outils qu'on a en psychiatrie et en santé mentale en général. Euh, Quelque part, enfin, c'est difficile d'avoir une réponse un peu trop généralisée, mais mon sentiment, c'est que par exemple, certaines thérapies sont plus facilement adaptables à ces modèles-là. Je pense aux thérapies comportementales, aux thérapies interpersonnelles, avec aménagement des rythmes sociaux. Bref, ou la psychoéducation, beaucoup de thématiques qui se font c'est fréquemment, et vous êtes des acteurs importants pour cela, au sein par exemple, des troubles bipolaires. Pour moi, comment y avoir accès aux études? Je ne sais pas s'il y a des études spécifiques en réseau de symptômes versus, parce que c'est une modalité d'analyse, si vous voulez. Moi, par exemple, là, on a mené une étude récemment où on a essayé de tester comment les cliniciens perçoivent la stimulation cérébrale profonde. On a fait ça avec l'équipe de Grenoble. Et donc, j'ai préféré utiliser un réseau de symptômes pour faire les analyses, alors qu'on aurait pu faire des corrélations classiques. Là, c'est plutôt un outil mathématique. Donc, est-ce qu'il y a des recherches spécifiques là-dessus? Je dirais pas non, c'est plutôt une méthodologie plus spécifique pour comprendre, qui après va en amener d'autres. Mais sur le fond, je doute que quand on présente un protocole à quelqu'un, on lui dise oui, c'est les réseaux de symptômes, etc. On va lui dire bon voilà, on teste ça pour ça. Maintenant, est-ce que c'est plus accessible? Je pense que la psychothérapie dite de précision, les gens en font déjà beaucoup, mais là, ça serait une manière de le formaliser. Voilà. Merci. Je voudrais vous transmettre la question de Pascal Chemarin. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci. Vous proposez, si j'ai bien compris, une approche holistique, mais avec une analyse fine basée sur les travaux scientifiques que vous avez présentés. Est-ce que finalement, chaque patient pourrait être analysé de près comme cela, avec cette approche scientifique? Alors, comme je l'ai dit, oui et un peu non. Merci. Alors, je suis pas normand, mais bon, j'ai de la famille en Normandie, donc voilà, je m'autorise ce partage. C'est compliqué parce que ces réseaux sont bâtis sur des corrélations, donc finalement des statistiques de groupe. Mais à travers les différents réseaux, on augmente la probabilité d'appartenir à un de ces réseaux. Je m'explique. Si je fais des analyses en réseau sur 10 000 patients, et que j'ai utilisé des variables différentes, l'âge, le travail, par exemple, ben, je vais avoir peut-être, ou le nombre d'années d'évolution, des réseaux différents. Donc, des modalités déjà d'analyse différentes. Et d'un point de vue purement probabiliste, si je corresponds à une de ces catégories, j'ai plus de chances, le terme chance étant statistique, hein, d'être proche de ce modèle, donc de bénéficier d'une organisation
de mes soins plus spécifiques à ce modèle-là, puisqu'on a vu que c'était probablement, les symptômes étaient organisés d'une manière ou d'une autre. Donc, quelque part, on va partir un peu de quelque chose de plus global, mais qui est déjà un petit peu étudié plus spécifiquement, puisqu'on a regardé des organisations différentes, et le patient, on va voir s'il colle ou pas. Et en même temps, une fois qu'on parle de ces modèles, on peut l'ajuster. Justement, ça c'est une vraie question et on essaie de travailler là-dessus. On s'est lancé sur une réflexion avec Christophe Gau et Hugo Botman, qui sont des jeunes chercheurs très brillants et qui connaissent bien ces modèles-là, pour essayer de voir en pratique comment on peut le faire. Donc c'est un peu à l'état de réflexion. Et si je vous donne un résultat, c'est pas que je dévoile des choses secrètes, c'est que je suis pas complètement sûr de ma réflexion entièrement, donc je préfère me taire. Mais je pense que cette individualisation, on y arrive. Et par contre, mon credo, c'est qu'avec le phénotypage numérique, j'étais venu en parler il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus, pendant le Covid, eh bien, on y arrivera probablement un petit peu plus parce que cette individualisation se fait en temps réel, sur un grand nombre de données propres à l'individu. Mm. Alors, il y a une question de Séverine qui nous dit: ma fille de 21 ans est diagnostiquée atteinte de troubles bipolaires de type 3, plus TDAH, plus troubles schizoaffectifs. Le psychiatre nous parle de cristallisation du cerveau vers 25 ans et de diagnostic définitif à cet âge. Pouvons-nous considérer un réseau de symptômes, un réseau de symptômes le suggérer? En interrogation, s'agissant d'un outil statistique, recherchez-vous des malades psy? Alors, il y a beaucoup de questions, parce que déjà, il y a beaucoup de diagnostics, certains qui me paraissent un peu antinomiques, mais bon, je veux pas, alors là, je veux rien critiquer, mais vous dire, alors j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs choses, et la question, c'est que le psychiatre a dit qu'à 25 ans, le cerveau est stable, et que maintenant, le diagnostic est définitif. C'est ça un peu, C'est à peu près ça, oui. ouais. Oui, c'est ça. Ben, normalement, enfin, c'est compliqué encore une fois, justement, ce qu'on expliquait, c'est que les catégories, on cherche à faire rentrer les gens dedans. Moi, je me souviens de ces jeux pour enfants où il faut faire rentrer le rond dans le rond, le carré dans le carré, mais des fois, ça rentre pas. Alors, est-ce que pousser, ça va faire rentrer un peu mieux? Et c'est le problème des catégories. Voilà, je me dirais que quand je commence à avoir 3, 4 diagnostics, c'est qu'il faut que je change mon point de vue parce que je vais être un petit peu ennuyé. Maintenant, est-ce qu'à 25 ans, tout est définitif? Je veux dire, il y a des éléments d'évolution de la maladie, ce qu'on appelle la neuroprogression, mais il y a des facteurs de protection, de résilience neurale qui peuvent tout à fait permettre de contenir justement cette neuroprogression. Donc, si la question c'est que maintenant, à 25 ans, tout est fixe, maintenant, est-ce que les réseaux de symptômes me permettent de prédire un peu tout ça? J'essaye de voir parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Euh, Ça, moi, je pense qu'on va pouvoir le faire, mais c'est un autre débat dans le débat qui est celui de la prédiction algorithmique. Hein, avec ces réseaux, je pense que oui, on est capable de faire des prédictions, mais qui sont basées sur des grands groupes qui après sont mis à l'échelon individuel. Mais maintenant, c'est cette histoire de cristallisation qui est un langage que j'utilise peu, moi. Hein. Donc, je vois cristallisation, j'ai du mal à voir ce qu'ils entendent par là quand on parle de ça, les gens. Mais est-ce que c'est, voilà, ça c'est organisé, que maintenant c'est fait? Bon, moi, c'est pas que je sois optimiste, mais je me dis toujours, d'abord, on ne sait pas comment va évoluer la science. Deuxièmement, on a quand même des nouveautés, même si elles sont pas, c'est pas des pas encore extrêmes, mais il y a quand même des changements. Donc, dire que tout est définitif, c'est justement aller à l'encontre de comment fonctionne le cerveau, qui s'organise et se réorganise en permanence. Donc, probablement qu'avec une analyse en réseau de symptômes, on verrait que tout n'est pas bloqué à 25 ans et ça bougera plus. Ça, j'y crois pas. Gentil. On fait une dernière question, peut-être, non? Vous devez partir à quelle heure? Mais en fait, alors, je vais être transparent. J'ai une répétition pour un concert que je fais dans pas longtemps et c'est à l'autre bout de Paris et normalement je devais être à 8h30, mais j'ai réussi à gratter un peu. Donc, on a encore une question ou deux. Allez. 5 minutes? Oui. Oui. C'est à propos de l'intelligence artificielle. Est-ce Ouais. que l'intelligence artificielle va intégrer toutes les thérapeutiques de chaque patient pour orienter les choix? Alors, quand on dit orienter toutes les thérapeutiques, est-ce que finalement on peut avoir en stock différentes thérapeutiques et que en fonction Mhm. du profil du patient, on trouvera la plus adaptée, la meilleure? C'est son Mhm. métier, à dire. C'est son boulot. Elle le fait super bien parce qu'elle classe des probabilités. Si vous voulez, l'intelligence artificielle, ça va être en fonction de paramètres
quand on aura analysé plein de gens, on sait que ceux qui ont eu ça se développent comme ça, ceux qui ont eu telle thérapeutique ont ça, etc. Eh bien, la boîte, la machine, elle va essayer de trouver les différences entre les individus, ce qu'on appelle des classifieurs. Et comme elle a beaucoup de puissance de calcul, elle va en tester plein jusqu'à trouver les meilleurs qui font dire que bah, pour A, c'est plutôt A' qu'il faut et pour B, plutôt B' et pas l'inverse. Donc oui, alors ça, là pour le coup, je peux m'engager dans cette prédiction. C'est un peu l'objectif de ces outils que de trouver les meilleures thérapeutiques en testant des dizaines de scénarios avec des probabilités plus ou moins fortes. Maintenant, l'IA, on pourra en parler des heures aussi, c'est attention comment on entraîne les machines. Si vous voulez, là c'est un petit peu le schéma comme pour chaque GPT. Si chaque GPT commence à s'entraîner que sur lui et qui produit des choses qui sont considérées comme de la production humaine et qui sont repris dans son algorithme d'entraînement, c'est du consanguinisme, hein, et à la fin, il va devenir peut-être moins performant. C'est ce que les gens appellent en informatique le syndrome des Habsbourg. Ils sont un peu mariés un peu trop entre eux, et à la fin, c'était un peu compliqué. Eh bien, si on garde une méthodologie et qu'on enrichit quand même de sciences humaines, eh bien, on va avoir des modèles de plus en plus peut-être performants pour les choix thérapeutiques. Mais bon, on est toujours, comme l'avait écrit Kadik, hein, moi je pense que faut toujours qu'on ait en tête le risque Minority Report, peut-être de détecter des signaux trop précoces, trop faibles, et de proposer des interventions alors qu'on n'en aurait pas besoin dans la vraie vie, quoi. Mhm. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à Merci vous et toujours, Merci. Bonne, toujours un plaisir. bonne répétition. Question. Et puis Ah, vraiment, l'ensemble des gens là, est absolument conquis. ben, je Ouais. vous remercie et puis Ouais. à bientôt à tous. Oui, Et docteur Vous Schweik. viendrez nous donner des Président. nouvelles, hein. ouais, 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 bah, bien sûr. De toute façon, l'idée c'était qu'on ait cette réflexion et je pense que c'était plutôt une conférence d'actualité, vraiment, un peu d'actualité théorique. Mais je crois que quand on en a parlé avec Eliane, qui est toujours très ouverte aussi, on s'est dit tiens, on va le faire. Elle m'a dit attention, faut quand même que ça soit accessible. J'obéis. Ça avait été parfait. Merci, monsieur. Allez, Merci bonne journée à beaucoup. vous. À Merci. bientôt en tout Au cas. revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Bonsoir à tout le monde. Et